Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et je reçois sur le plateau Didier Laurence, directeur général d'Advicen, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, c'est plutôt dans le cadre du journal des biotech qu'on se parle, qu'on a l'habitude de se parler. La dernière fois, fin 2024, on avait évoqué cette autorisation par l'autorité de santé américaine, la FDA, pour le dépôt d'une demande d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché pour votre actif le plus avancé, ADV 7103, dans l'acidose tubulaire rénale distale, on va dire ATRD pour la suite, parce que c'est très long. Et puis cette demande, elle devait se faire au 4e trimestre. On a l'impression que c'est une étape structurante dans la vie d'Advicen. Expliquez-nous pourquoi. C'est réellement un sujet majeur pour nous et c'est la priorité numéro 1. L'ambition, c'est, comme vous l'avez dit, de déposer au 4e trimestre de cette année 2025. Je rappelle un petit peu les étapes. D'abord, on a reçu la désignation orpheline il y a maintenant 18 mois. On a ensuite discuté avec la FDA, obtenu le feu vert de la FDA d'utiliser les données européennes pour le dépôt du dossier aux États-Unis, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui. La FDA nous avait demandé des éléments complémentaires sur lesquels on a travaillé depuis maintenant plusieurs mois. On a fourni ces données à la FDA dans le cadre de ce qu'on appelle un pré-NDA meeting. Oui. Et la FDA nous a dit okay. Ces données nous satisfont, feu vert pour le dépôt du dossier. Donc voilà, on a rempli toutes nos obligations, on a rempli toutes les cases pour un dépôt 4e trimestre 2025. Bon, d'ici la fin de l'année, donc, ça nous donne une autorisation de mise sur le marché, si tout se passe bien. À quel horizon potentiellement ? On va dire fin T3 2026. D'accord. Il faut à peu près un an. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Bon, donc quand on aura déposé, c'est rapide, c'est assez rapide. En plus, on est dans une maladie orpheline. La FDA a fait preuve de beaucoup de pragmatisme vis-à-vis du dossier. On est prêt à déposer. On pense que les données sont robustes. Donc il n'y a pas de raison que ça prenne plus de temps. On aura à l'issue du dépôt. Il va se passer quelques semaines pour la recevabilité du dossier, puis on aura ce qu'on appelle une PDUFA date, qui sera une date d'approbation. Bon, voilà, pour fin du T3 de l'année prochaine en Europe, AD 7103. Il a déjà un nom commercial, Sibnayal. L'occasion aussi peut-être de faire le point sur ce que donnent les ventes jusqu'à présent. On avait aussi évoqué parfois des difficultés de remboursement en Europe. Est-ce que tout ça bouge un petit peu ? Oui, je pense que c'est important de rappeler qu'on a un chiffre d'affaires en Europe. Et qu'on a un produit qui est commercialisé. Je pense qu'on est une des rares à avoir ce type d'actif. Donc pour nous, c'est important. Donc l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires global pour Sibnayal, pas consolidé par Advicen, puisque il y a une partie qui est faite par nos partenaires. Mais globalement, Sibnayal a réalisé à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en hausse de 130%. On consolide les ventes en France. Et en France, l'année dernière, on a fait plus 40%. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de l'année, la tendance, elle est vraiment en ligne avec ce qu'on a observé l'année dernière. D'accord. On est parfaitement en ligne avec le budget et la tendance devrait se poursuivre. Donc on est assez satisfait des ventes. C'est plus compliqué, ça reste compliqué sur le plan des prix et du remboursement. On est toujours en discussion avec le CEPS, c'est toujours extrêmement long. Voilà, moi je crois toujours à un résultat positif, mais je comprends qu'on puisse se dire mais c'est quand même très 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 long, mais malheureusement ça n'est pas que le cas d'Advicen, c'est le cas je pense pour toutes les pharmaceutiques en France aujourd'hui malheureusement. Bon, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que pour aborder cette étape cruciale du dépôt au 4e trimestre de cette année, il faut se mettre en ordre de bataille sur le plan financier, j'imagine, mais vous allez nous le dire Didier que c'est la raison de cette opération, on va y venir en augmentation de capital, avec maintien du DPS, d'un montant maximal de 2,9 millions. Voilà, j'annonce un petit peu les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être un petit peu les contours de cette opération ? Oui, alors, d'abord, c'est le choix d'une opération de petite taille, d'accord, parce que c'est 2,5, potentiellement 2,9 millions avec la clause d'extension. Ça reste modeste. Ça reste modeste parce que depuis qu'on est coté en bourse, on a toujours cherché à lever des tailles relativement modestes qui correspondent à nos besoins. Ça ne sert à rien d'aller chercher à lever 10 millions aujourd'hui. D'abord parce que je pense que c'est très compliqué. Ça, c'est la première des raisons. Et puis parce que finalement, on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui instantanément.
la deuxième élément, c'est le choix de la DPS. Oui. Le choix de la DPS, il s'inscrit vraiment dans ce qu'on fait avec le conseil, de choisir des types d'opérations qui limitent la dilution et qui permettent à tous les actionnaires qui nous suivent et nous accompagnent depuis maintenant plusieurs années de participer ou d'avoir la liberté ou pas de participer à l'augmentation de capital. Et ça, pour moi, ça a toujours été un leitmotiv d'éviter au maximum les opérations trop dilutives ou qui cassent le cours et qui cassent la structure. Et c'est vraiment très aligné avec les membres du conseil d'administration. Bon, opération limitée, maintien du droit préférentiel de souscription, et puis une opération qui est garantie en quasi-intégralité, ça il faut le noter, par la BPI et par vous, Didier. Oui, alors la BPI effectivement continue à nous soutenir. Oui. Il l'avait fait il y a maintenant 2 ans lors de la précédente opération en capital avec CEMAG Invest. Et moi aussi. Et moi aussi parce que c'est pas le tout d'annoncer des choses, c'est pas le tout de faire les choses, mais il faut aussi afficher une certaine confiance dans la capacité de l'entreprise à aller au bout de ses projets. Oui. Et le bout du projet, c'est dépôt d'un dossier dans la DRTA aux États-Unis. On sera, à l'issue de ce dépôt et à l'issue je l'espère, de l'AMM, on sera une des rares à avoir un produit sur le marché en Europe et une AMM aux États-Unis. Donc voilà, moi j'ai confiance, donc j'investis. 2,9 millions qui vont être utilisés à quoi très concrètement ? La première des choses, c'est de finir le dossier US. D'accord. Donc ça demande de continuer à investir dans le dossier, parce qu'on parle souvent des essais cliniques, on parle souvent de la production, mais le fait même de déposer un dossier aux États-Unis, on nous a demandé des données complémentaires, etc. Donc il faut finaliser le financement du dépôt. Et puis le reste, c'est aussi pour l'activité commerciale et les activités d'entreprise. Même si on n'est que 12, on a un peu d'administratif, de frais administratifs. Autre point qui est à souligner, en plus de cette opération, il y a l'obtention d'un report de 2 ans du remboursement des échéances des tranches 1 et 2 du prêt structuré de la Banque européenne d'investissement, la BEI, et un report du remboursement des prêts garantis par l'État, les PGE, à partir d'octobre 2026. Là aussi, c'était important pour vous de redonner un petit peu d'horizon, j'allais dire, et de décaler un petit peu ces échéances ? C'était très important parce qu'on avait une échéance qui tombait là en juin 2025. Il fallait bien évidemment anticiper, on l'a pas signé du jour au lendemain. On a discuté depuis maintenant plusieurs mois avec la BEI d'un côté et avec nos banques commerciales prêteuses de PGE pour obtenir suffisamment de temps pour permettre de sortir par le haut, pour, encore une fois, finaliser le dossier, obtenir l'AMM, poursuivre la commercialisation, travailler aussi sur le plan de développement dans la cystinurie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi cet élément-là, et le tout pour créer de la valeur. Et puis, l'élément qui va nous permettre de sortir par le haut, c'est un accord avec un partenaire US, parce qu'on n'en a pas encore. On va en parler. Et c'est bien évidemment dans ce cadre-là que, encore une fois, comme je le dis, on n'a pas les moyens de développer ce produit seul commercialement aux États-Unis. Il nous faut un partenaire. On a des pistes. Alors on va me dire, oui, mais ça fait plusieurs mois que vous avez des pistes, oui. Mais les choses ne se signent malheureusement pas en 2 jours. Alors justement, comme vous avez fait une parfaite transition, on va faire 2 questions en une. Déjà, quelle visibilité financière ça vous redonne ? Et justement, avec ce tempo, ce timing, comment, ou en tout cas à quelle échéance pourraient se faire des discussions avec un partenaire américain pour les droits d'un DV 7103 aux États-Unis ? Comment vous espérez au mieux séquencer tout ça ? L'idée, c'est... Là, on a une visibilité financière jusqu'au fin T3, début T4. D'accord. Donc, ça... 2026, pardon. 2026. Ça, c'est... Donc, dans cet intervalle-là, on doit obtenir l'AMM. Très clair. D'accord ? Et dans cet intervalle-là, on doit arriver à signer un deal. Voilà.
Ben voilà, C'est réponse relativement extrêmement clair, avec du coup un news flow qui s'annonce passionnant pour Advicent dans les mois à venir. J'espère. Merci beaucoup Didier pour cette explication. Merci Laurent. Voilà, et si vous souhaitez souscrire, je rappelle que l'opération, elle est ouverte jusqu'au 17 juillet, c'est donc une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un prix de souscription de 1,35 € par action et une parité de souscription de 2 actions nouvelles pour 13 actions existantes. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.